Je disais donc que l'étude, la réflexion sur le phénomène suicidaire m'avait orienté ou poussé vers une vision plus critique des outils de l'anthropologie sociale, de l'ethnologie. J'avais vu que des théories comme celle de Durkheim n'arrivaient pas à expliquer le phénomène. Et donc, ça avait un petit peu ouvert les vannes du doute par rapport au pouvoir explicatif et heuristique de l'anthropologie d'une façon générale. Et le fait que peut-être il y avait aussi des facteurs d'ordre physique, biologique, qui étaient à l'œuvre dans le comportement humain, m'interrogeait aussi beaucoup. Je me dis, est-ce que en regardant l'humain seulement au prisme de catégorie de son comportement, de sa culture, est-ce qu'on arrive vraiment à le comprendre? Donc voilà. Et j'avais été très impressionné, pas encore complètement influencé, mais impressionné par le travail de Robin Fox, qui est un des grands précurseurs de l'anthropologie biologique et de l'anthropologie évolutionnaire, plutôt, évolutionnaire. Et son ouvrage de Red Lamp of Incest m'avait énormément impressionné quand je l'avais lu, l'année où je faisais un enseignement à Nanterre, justement. Et j'avais lu aussi cette année-là un truc sur les chimpanzés de Wrangham dans le Current Anthropology. Il y avait un article de lui et de ses collaborateurs sur l'organisation sociale des chimpanzés. Et je me suis rendu compte que des concepts comme la philopatrie, par exemple, étaient applicables à mes Palawan. C'est-à-dire que du point de vue de l'anthropologie sociale ou culturelle, on pouvait utiliser des concepts qui étaient forgés pour l'observation des grands singes. Donc ces deux choses m'avaient vraiment profondément interrogé. Quand je parlais des grands paradigmes, n'est-ce pas, il y en avait un qui était absent, bien sûr, en tout cas en France, c'était celui de la sociobiologie, qui avait été immédiatement considéré comme une déviance pratiquement criminelle, parce que ça introduire de la biologie, etc. Alors moi, je ne savais pas trop quoi en penser, et je pensais malgré tout que même si ça disait des choses qui n'étaient pas encore acceptables pour les anthropologues, ça restait une piste humaine très intéressante. Après tout, l'homme est un être biologique, il est né le fruit d'une évolution biologique, et je ne vois pas pourquoi on devrait exclure ces facteurs de l'étude de son comportement en général. Bon. Voilà, donc j'avais été programmé, pas programmé, mais j'avais été orienté. Des graines avaient été semées qui allaient ensuite germer dans les travaux que j'ai fait après. Mais il s'est passé une autre chose, c'est que j'avais été invité à faire dans un séminaire une petite intervention sur les noms personnels en Asie du Sud-Est. Au départ, c'est pas un sujet qui m'avait énormément intéressé, au départ. Puis j'ai commencé à étudier, parce que le système des noms personnels en Palawan a des traits intéressants et justement facilement comparables à d'autres systèmes qu'on trouve dans la région, notamment, par exemple, dans les systèmes de noms, il y a un nom dyadique duel que Needham, Rodney Needham, avait appelé le nom d'amitié.
Et on trouve ça chez les Palawans. C'est très intéressant. Alors, je me suis rendu compte que, en plus, le système, c'était un système, le nom personnel était un système, et ce système reposait sur l'existence de types de noms. De types de noms, là-bas. Lorsqu'on pense aux noms, à l'étude sur les noms, on pense surtout à la sémantique des noms. Là-bas. On se dit, mais que c'est, par exemple, je ne sais pas moi, Philippe, ah oui, ça vient de celui qui aime les chevaux, donc Philippe, alors après, bon. Et on fait l'histoire, l'étymologie des noms personnels. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était pas ça, c'était l'existence de plusieurs types de noms, comme en français par exemple, bien sûr le prénom, le nom de famille, les surnoms, on a d'autres noms, les noms de plumes, les noms d'artistes, de théâtre, etc. Et on a des noms honorifiques. Donc on a plusieurs types de noms. Et comment est-ce que ces types de noms s'organisent non seulement entre eux, dans une parlée, dans une langue, mais s'organisent avec ce qui les accompagne habituellement, c'est-à-dire d'une part les titres, monsieur, monsieur Durand, monsieur, les noms, les termes de parenté, par exemple oncle Jean, on ne dit pas monsieur oncle Jean, on dit oncle Jean. Donc, il y a des lois d'organisation des types de noms qui sont utilisés dans l'adresse et dans la référence, comme pour les noms de parenté. Et puis les pronoms, voilà, les pronoms. Bon. Donc c'était l'organisation de... Alors là je me suis dit, j'avais trouvé quelque chose à ce moment-là, j'avais fait un article un peu comme ça, assez préliminaire là, sur la question, et puis ça a commencé à me passionner. Ça me passionnait parce que je me rendais compte que d'abord, les noms personnels étaient un thème peu étudié par l'anthropologie, alors que c'était un thème universel, d'une importance fondamentale dans les relations sociales, car qu'est-ce qu'on utilise quand on s'adresse à quelqu'un? C'est des noms. Et comment on fait pour se référer à une autre personne? C'est utiliser des noms, son ou ses noms. Mais quels noms? Alors, je me suis rendu compte que dans tous les systèmes que je regardais, en Asie du Sud-Est particulièrement, il y avait effectivement un grand nombre de types de noms. Comme, encore une fois, des types de noms. Chacun de ces types de noms correspondait à un répertoire particulier. Un répertoire. Alors, qu'est-ce que c'est que les noms? Les noms, c'est des lexèmes. Hein. C'est d'abord un objet linguistique. Donc, les noms font partie du système de la langue. Hein. Mais est-ce que au dehors du système de la langue, est-ce qu'on peut trouver des liens avec le système social dans lequel cette langue fonctionne? Est-ce que le système des noms reflète la société d'une façon ou d'une autre? Donc c'est ce que j'ai essayé de démontrer. C'est que la façon dont s'organisaient les systèmes de noms, c'était des systèmes de types de noms. Les systèmes, c'est pas Jean ou Marcel ou Françoise. C'est prénom, nom de famille et différents types de surnoms. C'est ça, les types de noms. C'est ça qui est intéressant. Parce que je dis, les noms comme Pierre ou François ou MacDonald ou autres, ou Dumont, sont des étiquettes onomastiques. Mais ces étiquettes onomastiques font partie de répertoires qui correspondent à des types de noms. Et on se rend compte que ces répertoires sont très systématiques. Par exemple, les répertoires du français, traditionnellement, pour les prénoms et les noms de famille, sont des répertoires de termes non motivés. Non motivés. Bon, Françoise n'est qu'un prénom. Si je dis j'ai vu des Françoises dans la rue, c'est bizarre comme c'est difficile. Françoise n'est qu'un prénom. Il y a certains prénoms c'est plutôt des homonymies comme Rose. Pas. Tandis qu'en chinois, vous avez des types de noms qui ne sont que motivés. Alors, le vrai nom, c'est un comme Perle, Nouvelle Lune, Jade, Bague de Jade, etc. Tout ça, c'est des noms qui ont une signification, qui sont, comme le disait, nous le montrait Audricourt, qui sont motivés, n'est-ce pas? Alors c'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'il y a des répertoires
motivés, des répertoires non motivés. Ça correspond chaque fois à un type de nom. Donc, comment est-ce que ces types de noms s'arrangent, s'organisent entre eux. Donc voilà. Alors là j'ai vraiment commencé à faire du comparatif systématique. Encore une fois, c'est un objet magnifique parce qu'il est universel, il varie d'une culture à l'autre, mais il présente une structure et des régularités très fortes. Vous voyez, si on... Alors, je m'étais rendu compte que par exemple chez moi, chez moi, c'est-à-dire à Palawan, on n'utilisait qu'un seul nom, un seul type de nom en fait à la fois. Ou alors, on utilisait un autre type de nom, mais alternativement, on ne les utilisait pas ensemble. Il n'y a pas de binôme. Et d'autre part, comme il n'y avait pas de nom de famille non plus, maintenant il y a des noms de famille, il n'y a pas de nom de famille. Donc il n'y a pas de nom de famille, et il n'y a que des noms qui sont des vrais noms, qui sont donnés à l'enfant, puis il y a des tas de surnoms. Et puis il y a des types particuliers de surnoms. Donc, vous voyez, et on n'utilise qu'un seul nom à la fois. Et il n'y a pas de titre, donc voilà. Donc, et en plus, chez les Palawans, ce qui avait d'intéressant aussi, c'est que les noms sont singuliers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... normalement, enfin, théoriquement, ça arrive parce qu'il y a des homonymies, mais il n'y a pas deux personnes qui sont homonymes. Il n'y a pas d'homonyme. Chez nous, il y a la fameuse histoire, parce qu'au Moyen-Âge, n'est-ce pas, il y avait très très peu de prénoms. C'était au camp du Drap d'Or, François Ier, je crois, avait dit, il était à table, une grande tablée, il avait dit Philippe, mon fidèle écuyer, lève-toi, et la moitié de la table s'est élevée, parce que tout le monde s'appelait Philippe. Donc là, il y a une homonymie énorme, tandis que chez les Palawans, il y a normalement 0 homonymie. Chacun, si vous avez 1000 personnes, il y a 1000 noms différents. Et normalement, ils ne sont pas motivés non plus, ces noms. Ils ne signifient rien d'autre que d'être des étiquettes onomastiques pour des personnes singulières. Ouais. Donc il y a des grosses différences systémiques entre un système de noms et un autre. Alors comment comparer tout ça? Alors j'ai fait des tableaux en me disant, bon, quels sont les facteurs intéressants qu'il faut étudier? Alors des facteurs intéressants, il y en avait, je ne sais pas moi, une bonne vingtaine. Comment on attribue le nom? À quel âge on attribue le nom? Quand est-ce qu'on change de nom? Quel nom on donne? Qui donne les noms? Ces noms appartiennent-ils à des répertoires motivés, non motivés, etc., etc., etc. Donc, et si je prends, mettons, je ne sais pas, si je veux faire vraiment une comparaison systématique, un comparatisme scientifique, je dois faire un tableau qui aurait, disons, 20 lignes et 50 colonnes. Une colonne par culture, par système de noms, et 20 lignes pour différencier. Mais ça, c'est énorme. C'est très, très difficile. Il faudrait un super ordinateur pour mettre de l'ordre là-dedans. Vous voyez? C'est ça. Si vous faites de la comparaison systématique, vous êtes en face d'une telle diversité, d'une telle densité, qu'on ne peut plus l'apprivoiser. On ne peut plus la comprendre, vraiment l'analyser bien. Il faut choisir. C'est là que intervient la conceptualisation. C'est là que le chercheur doit se dire, voilà, tel critère est plus important que tel autre. Et j'avais remarqué, à ma grande surprise, que dans tous ces différents systèmes de noms que j'avais essayé d'analyser, il y avait une constante, au moins un critère, il y en avait d'autres, mais il y en avait un, c'est qu'il y a toujours un nom principal, que j'appelle l'autonyme d'un nom principal. Voilà. Et ou un nom original, un nom véritable, un nom vrai. Tout ça est très émique, les gens disent cela, voilà, mon vrai nom c'est... Après, bon, j'ai des surnoms, des sobriquets, etc. Mais bon. Donc voilà, déjà j'avais un critère, voilà, autrement dit, créer une hiérarchie entre les critères. Pour créer une hiérarchie entre les critères, il faut créer des concepts, et pour se créer ces concepts, ça s'appelle des hypothèses, c'est tout. Sur ce que sont les systèmes de nomination, vous voyez. Donc ça, c'était très intéressant sur le plan intellectuel, ça m'a vraiment fait comprendre ce que c'était que le comparatisme. Le comparatif, c'est de mettre à plat tous les critères et puis ensuite
de faire une hypothèse pour hiérarchiser ces critères. Voilà. Donc j'en parle parce que justement ça a été une progression, enfin un progrès pour moi dans mon dans ma recherche, si vous voulez, dans la structuration de ma pensée par rapport à comment faire de la comparaison. Alors évidemment, cet exercice est possible sur les noms parce que c'est très précis, hein, c'est très précis, les gens ont tant de types de noms, pas plus, pas moins. Et dans les types de noms, il y a ceci qui est possible, ceci qui n'est pas possible, etc. Donc c'est très clair, c'est très distinctif, on est dans la langue. Mais, voilà, est-ce que ces systèmes de langue, donc et de l'utilisation de ces types de langue dans la parole, reflètent quelque chose de la société? C'est ce que j'ai essayé de montrer. J'ai essayé de montrer que, justement, la concaténation, il y avait un axe, alors c'est très structural, hein, structuraliste, les noms s'organisaient sur deux axes, paradigmatique et syntagmatique. Soit je remplace un nom par un autre, à la place d'un autre, soit j'ajoute les noms. Et très clairement, c'est ce que le français, dans son génie populaire, dit, c'est les noms à rallonge. Et les noms à rallonge quoi? C'est des noms d'aristocrates. Donc les noms à rallonge vont toujours avec des sociétés hiérarchisées, très hiérarchisées. Donc là, il y a un lien incroyable. Les sociétés égalitaires et anarchiques, comme les Palawans, utilisent un seul nom à la fois. Et ne la lient à aucune espèce de titre dedans. Il y a des tas d'autres subtilités qui font qu'un titre devient un nom, comme Hadj. Hadj fait partie du nom à la fin. Mais c'est un titre au départ. Et il y a des tas de subtilités. Et en plus, bon, la variété des noms personnels dans le monde est considérable et permet de révéler des ressorts de la socialité très, très profonds. Très profond. Bon. Donc faire un lien entre, disons, l'organisation sociale au sens général et cette partie, ce sous-système linguistique, à mon avis, c'est un résultat vraiment, vraiment intéressant, vraiment important. Et alors, sur le plan, disons, alors là, je vais utiliser le mot qu'on utilise beaucoup, beaucoup trop, qui est l'épistémologie, parce que l'épistémologie n'est pas... il faut en faire comme Descartes disait qu'on devait faire de la métaphysique, c'est-à-dire un jour par an. Donc, on a tendance maintenant, et pour des raisons que je pourrais aussi peut-être expliquer, faire trop d'épistémologie. Mais alors, le champ des noms personnels avait été occupé d'une part par l'onomastique, qui encore une fois, c'est une sorte de... C'est comme l'étude des monnaies. Numismatique. Et bon, on étudie les monnaies, on étudie les étiquettes, ce que j'appelle les étiquettes onomastiques. On n'utilise pas, il n'y a pas une théorie des noms derrière. Et puis noyé dans l'histoire des noms propres. Et alors, un autre secteur, un autre clique redoutable qui s'est emparé de la question, alors là, c'est les philosophes du langage. Voilà. C'est la fin de tout, bien sûr. Et donc, ils nous ont bassinés avec le sens de la référence, etc. Enfin, tout un tas de considérations sémiologiques qui n'apprennent rien sur les noms personnels. Qu'est-ce que c'est qu'un nom propre par rapport à un nom commun? Donc c'est la philosophie du langage, c'est Wittgenstein et tous ces gens-là, Kripke, etc. Enfin, bon. Et tout ça, c'est des vues de l'esprit, mais qui n'ont pas de... comme je suis toujours un positiviste critique, qui n'ont pas de rendement scientifique, qui n'apprennent rien sur l'objet. Ils apprennent tous sur la façon dont pensent et les concepts qu'utilisent, que produisent ces gens-là, n'est-ce pas? Des gens de Wittgenstein et compagnie. C'est Ernest Gellner qui nous avait mis en garde contre ces redoutables
philosophes du langage et autres sémiologues, qui ont envahi donc une grande partie de notre champ disciplinaire. Voilà, donc ça c'est une chose. Et puis alors, il y avait bien sûr la théorie de Lévi-Strauss, avec ses trois fonctions. Et bon, alors quand c'était dans la pensée sauvage, il avait consacré un ou deux chapitres, enfin, une grosse section de la pensée sauvage à l'étude des noms. Mais là, il les considérait essentiellement dans leur fonction classificatoire. Or, les noms personnels n'ont pas de fonction classificatoire. Ils ont une fonction singularisante, d'une part, pour des raisons évidentes que le sens commun nous enseigne immédiatement, à savoir que si on veut parler de quelqu'un, il faut tout de même lui donner une étiquette pour savoir de qui on parle. Hein. Voilà. Et si on veut s'adresser à quelqu'un dans une foule, on est obligé de le distinguer par un syntagme, un lexème. Voilà. Donc c'est forcément une fonction singularisante pour savoir de qui on parle ou à qui on parle. Et puis l'autre fonction tout de même, c'est la qualification. La qualification. C'est-à-dire que tous les noms personnels, même quand ils ne sont pas motivés, qualifient d'une certaine façon. Par exemple, Charles est un nom non motivé, c'est utilisé que comme prénom. Hein, il n'y a pas de Charles, à ma connaissance, il n'y a pas un lexème Charles dans la langue française qui signifie autre chose qu'un prénom. On est d'accord. Mais il me qualifie tout de même parce que c'est un nom masculin. Donc quand on parle de Charles, on sait qu'on parle d'un homme, pas d'une femme. Voyez. Et puis si on dit Charles, on sait aussi qu'on parle d'un homme français plutôt que grec par exemple, ou italien, etc. etc. Donc même mon prénom, mon nom de famille, qui sont peut-être étymologiquement motivés parce que Max, ça voulait dire fils de, etc. etc. Mais synchroniquement, c'est pas motivé. Pas. McDonald n'est qu'un nom de famille, ou un nom d'une entreprise maintenant qui est un nom de famille. Bon. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais là, j'ai perdu le fil. Donc c'est les noms, oui voilà, les noms qualifient. Même quand ils ne sont pas motivés, ils qualifient. Donc ça sert pas aux fonctions qu'avait dit Lévi-Strauss, et qui a bloqué le truc, parce qu'il a dit c'est comme ça, puis c'est d'abord des classificateurs. Or, je ne suis pas le seul à le dire, bien entendu, il y a un linguiste français qui s'appelle Molineau, qui avait très très bien vu ça, il a dit les noms personnels ne classent pas, ils singularisent. Et c'est très exactement ça qui est intéressant dans les... Et finalement, on comprend beaucoup d'autres aspects de la culture quand on étudie les noms personnels. Parce que les noms personnels, c'est très exactement comme la mode vestimentaire. Et ces deux aspects, la singularisation et la qualification, sont en quelque sorte en contradiction l'un avec l'autre. Lorsque une élégante se rend dans une soirée, elle veut être habillée à la mode, c'est-à-dire que à la longueur de la jupe, ou je ne sais pas, la couleur de la blouse. Mais, donc elle veut être qualifiée comme étant à la mode, mais elle veut être singularisée, c'est-à-dire que si elle rencontre une autre invitée élégante qui a exactement la même blouse et la même jupe, c'est dans l'embarras le plus total. Parce qu'elle est plus singularisée, mais elle veut être qualifiée, et tout le monde veut être qualifié de la même façon, tout en étant singularisé de façon différente. Voyez. Donc, on se rend compte de ce que c'est que on se rend compte de beaucoup de choses dans la société, parce que finalement, les noms personnels sont évidemment ubiquistes. Il y a une personne, un ethnologue, qui m'a dit qu'il y avait une population amérindienne où il n'y avait pas de nom personnel, je ne le crois pas, parce qu'il y a de toute façon une obligation de pouvoir se référer à des individus particuliers pour savoir de qui il s'agit. Parce que les individus restent les mêmes. Hein. Donc il faut tout de même qu'on ait une certaine stabilité dans la référence. Et en même temps que cette stabilité soit accompagnée de la possibilité de discriminer, de singulariser les gens. Mais il faut aussi que le nom qualifie. Donc c'est très très riche, c'est magnifique. Et si on examine un très très grand nombre des systèmes. Alors, si j'avais commencé à faire ça, justement, à l'occasion d'une
L'année que j'avais passée à Leiden, à l'Institut d'études asiatiques, et j'avais accumulé une considérable bibliographie, beaucoup de documentation sur cette question dans le but, alors dans tous les continents, hein, africains, américains, non d'esclaves, les chinois, etc., etc. Alors ça aboutit finalement à un colloque que j'avais organisé avec une collègue chinoise à Singapour, à l'Institut d'études asiatiques de l'Université de Singapour, l'Université nationale de Singapour, avec Tony Reid, un grand historien de l'Asie du Sud-Est, le meilleur historien de l'Asie du Sud-Est. Et on avait fait ce colloque qui donc a donné lieu à ce bouquin qui s'appelle Personal Names in Asia, et qui est un livre intéressant, je crois. Bon, et alors là, j'avais en quelque sorte mis à plat la théorie, la méthodologie que je préconisais pour l'étude des noms personnels. Fait une sorte de classification des grands types de systèmes de noms personnels en Asie du Sud-Est. Bon. Et j'avais montré que malgré tout, il y avait une correspondance, pas exactement terme à terme, parce que ça c'est une des grandes difficultés de l'étude de la culture à travers la langue, c'est que la langue est un système qui évolue à son rythme, et la société est un autre système qui évolue à son rythme. De sorte que la langue ne correspond jamais exactement à la société, mais elle lui correspond en partie, elle lui correspond imparfaitement. Et là, on trouve un autre truc qui est vraiment très très important en sciences humaines, je crois, et peut-être dont je parlerai plus tard. C'est le fait, c'est le truc des épicycles là-bas. C'est que une petite différence peut être une différence radicale et fondamentale. Mais ce que je veux dire ici par rapport au nom personnel, c'est qu'il y a un champ d'étude encore vierge, là, pratiquement vierge. J'ai vu quelques ouvrages sur les noms, soi-disant l'anthropologie des noms personnels, mais là aussi le comparatisme est pratiquement absent un petit peu de comparaison entre quelques cultures, mais il n'y a pas de comparatisme solide, scientifique, systématique. Et ça, il faut le faire, et je pense que si des étudiants pourront faire des thèses magnifiques, des travaux magnifiques et très importants, parce que les noms personnels restent une des pièces les plus universelles des cultures humaines.